Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste de Natixis, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, vous avez vu Jean Castex aujourd'hui, Oui. ce matin, sur France Info. Il nous dit que, voilà, que la deuxième vague est forte. On s'en doutait. Je ne sais pas si on sort du champ de l'économie, mais moi, ce qui m'a interpellé, parce qu'on aime tous les chiffres, c'est de voir qu'on avait en France entre 20 000 et 30 000 contaminations par jour. Là où ailleurs en Europe, on est autour de 5 000 4 à 5 000 par pays. personne. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Après, on ira dans l'économie, mais ça nous dit comme quelque chose, hein, ça. Alors qu'on porte les masques tous, hein. Tous avant de se croiser, hors antenne, on avait tous les masques. Là, hein. Oui, bien sûr. On fait tous très attention dans le champ public. Dans les entreprises, on fait extrêmement attention. Il n'y a aucune entreprise qui n'a envie d'avoir un cluster dans l'entreprise, quoi. Et puis, la différence, c'est visiblement le champ privé. Qu'est-ce qui se passe le soir chez les gens, quoi, dans les appartements? Je vais pas mettre mon masque avec ma femme et mes enfants. Non, enfin, mes enfants, non. Mais est-ce que vous allez dans des soirées qu'il y a sur les campus? Vous avez vu, je ne vais pas donner des noms d'écoles de commerce où il y a eu de bonnes écoles de commerce où il y a eu des soirées entre étudiants à plusieurs centaines, avec après des dizaines et des dizaines de cas qui se répandent dans la nature. Mais les jeunes, ils sont en bonne santé, ils sont asymptomatiques. Oui, ils sont asymptomatiques et après, pas tous, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont très malades, mais après, ils rentrent chez eux, ils vont en entreprise, ils vont au restaurant, et ça, doucement, ça se diffuse sur les gens plus âgés qui, eux, sont très malades. Donc je crois que la différence, ce n'est pas les règles dans le champ du public. On voit qu'on a à peu près les mêmes règles que les autres pays, hein, sur le port du masque, les restaurants, etc. C'est à peu près comparable à ce qu'on voit ailleurs. Parfois même un peu plus dur, hein. En Allemagne, on va au restaurant, on donne son nom, mais on peut aller au restaurant. Mais c'est le champ du privé. Donc visiblement, il y a des comportements dans l'espace privé qui est beaucoup moins, appelons ça civique, je ne sais pas si on peut dire ça, ou responsable. Notamment en France, des jeunes, ou même au-delà des jeunes, ou apparemment ça va jusqu'aux quarantenaires, etc. Et les plus de 50, 60 ans font très attention, mais bon, c'est visiblement le comportement dans l'espace privé, dont Jean Castex dit ce matin qu'il ne peut rien y faire, parce que l'espace privé, c'est l'espace privé. Oui. Quoi. Ouais. Donc si je veux effectivement faire venir chez moi 100 personnes pour boire des coups jusqu'à 2 h du matin sans masque, j'ai parfaitement le droit. Et s'il y en a 30 qui repartent malades, j'ai parfaitement le droit. Et visiblement, les autres pays ne font pas ça. Parce qu'à nouveau, les règles en entreprise, dans les transports, dans les restaurants, sont à peu près les mêmes partout, quoi, à peu de choses près. On ne peut pas empêcher les gens de recevoir qui veulent chez eux. Dans d'autres pays, si. En Belgique, il y avait, parce que apparemment c'est remis en une bulle sociale, donc vous aviez le droit de voir 5 ou 6 personnes et pas plus, c'est toujours les mêmes. Hein. En Allemagne aussi. Les autres pays sont plus restrictifs dans le champ privé. Il y a clairement en France un problème légal, constitutionnel, etc. Mais la différence est celle-là. Donc ce qui m'inquiète après comme économiste, c'est que si nous avons, nous, 30 000 cas par jour, pendant que les autres en ont 4 000, les autres vont maintenir ce niveau de restriction modéré qu'ils ont aujourd'hui, qui reste très dur sur certaines professions, hein, sur les bars, sur le transport aérien, sur l'événementiel, sur une partie de la culture, etc. Mais vont pas devoir durcir vraiment. Et nous, on va être obligés de durcir vraiment parce que nos hôpitaux vont déborder. Et donc, on sait, je crois, que dans 2 ou 3 semaines, on devra fortement durcir les règles. Il a évoqué la possibilité, le ministre, d'avoir des reconfinements localisés. Oui, mais si vous reconfinez Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse et Montpellier, ça fait quand même du mal. Et moi, ce qui m'inquiète, alors, à nouveau comme économiste, c'est que la France serait le seul pays dans cette situation, ce qui est très différent de la situation du printemps. Où tout le monde était le gel à la enseigne. En gros, on a tous perdu 10 points de PIB. Quoi. Je veux dire, les Allemands, 7,5 et nous, 10, enfin, sur l'année, je veux dire. Hein, on a perdu l'équivalent de 10 points de PIB sur l'année, tous à peu près de la même quantité. Si on est les seuls à perdre du PIB, parce qu'on est les seuls à devoir reconfiner à ce point, parce qu'on a 5 fois plus de cas par habitant que tous les autres pays européens, ça va être beaucoup plus compliqué sur l'image de la France, sur l'attractivité de la France, à terme sur la dette publique de la France. Enfin, donc c'est très inquiétant. Je ne comprends pas le ton qui dit qu'il est inquiet du gouvernement, mais qui en réalité ne fait rien sur cette situation. Donc on ne peut pas rester avec 5 fois plus de cas que les autres pays européens. C'est pas possible. Vous dites carrément un impact sur l'image de la France, c'est une chose, mais sur la dette française, ça pourrait avoir un impact sur les taux d'intérêt Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non, parce que la BCE achète tout. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, que vous soyez la France ou le Zimbabwe, vous payez le même taux d'intérêt si vous avez l'euro. Hein. Mais quand la BCE, en 2022, que sais-je, sortira de cette politique et que les écarts de taux entre les pays se renouvelleront et seront à nouveau liés au niveau d'endettement des pays, si on doit, nous, faire face à une chute de PIB que les autres n'ont pas, pour des raisons sanitaires, on sera en plus mauvaise position que les autres. Et là, à ce moment-là, pas aujourd'hui, mais dans 2 ans, 3 ans, ça se verra sur les conditions d'empreinte d'État. Si on est obligé de reconfiner localement, mais des villes, enfin on parle de villes, on parle de grandes métropoles, on parle de métropoles. Oui, on parle des plus ça veut dire que derrière, on va repartir sur une rechute du PIB, et ça c'est pas sûr. du tout. L'INSEE nous a dit stabilité au quatrième. Déjà l'INSEE dit zéro. L'INSEE dit zéro, et je pense que la prochaine fois, l'INSEE nous dira négatif. Parce sur le 4e trimestre. N'oubliez pas que même sans reconfinement, plus vous avez de cas, plus vous avez un problème de croissance. Parce que d'abord, il y a les cas contacts. Les entreprises, à nouveau, font ça sérieusement. Donc, dans mon entreprise, quand quelqu'un est malade, on le sait, et on maintient chez eux tous ceux qui l'ont approché. Enfin bon, les cas contacts, ça désorganise des entreprises quand même. Il va y avoir des gens qui sont chez eux brutalement. Et puis après, vous avez évidemment l'inquiétude des consommateurs, qui, on voit bien, qui consomment moins, qui engagent moins de grosses dépenses. Et puis après, évidemment, vous auriez quelque chose qui serait extrêmement compliqué, ce serait la refermeture des écoles et des collèges, là, qui créerait d'énormes problèmes aux parents. Voilà. Enfin, moi, je pense, si vous voulez, que tout ce débat qui est aujourd'hui dans les médias, est-ce qu'il faut choisir entre la santé et l'économie? Vous avez peut-être vu ce que dit Martinez, enfin voilà, c'est un débat qui est totalement erroné dans sa conception. Parce que si on ne maîtrise pas l'épidémie, on va aussi perdre l'économie. C'est pas un choix, c'est pas l'un ou l'autre. Notre incapacité à maintenir le nombre de cas à 3-4 000 plats, ce qu'il faudrait être capable de faire pour être à peu près tranquille avec l'hôpital, va faire que l'économie va chuter. Donc c'est pas la santé ou l'économie, c'est que si on n'arrive pas à maintenir la situation sanitaire, on va aussi perdre l'économie. Donc on retourne tout droit en récession, vous écoutez? Je pense qu'on va être en récession cet hiver, oui. Je pense qu'au Q4 cette année, enfin 4e trimestre pour parler en français, et au 1er trimestre de l'année prochaine, on risque d'avoir 2 trimestres de récession à nouveau. Et donc au lieu de rattraper, on va reperdre du terrain par rapport au niveau de revenus qu'on aurait dû avoir. Waouh! Et ça peut être pire. Ça peut être pire, parce qu'à nouveau, si on doit confiner Paris et la proche banlieue, vous imaginez ce que ça va faire. Ça, c'est sans le reconfinement? Oui, c'est dans l'état actuel des choses. Écoutez, l'INSEE fait bien son travail. Dans l'état actuel des choses, zéro. Zéro, on perd du terrain, puisque s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait eu une croissance positive. Donc on repère du terrain, au lieu de regagner du terrain. Ce qui veut dire d'ailleurs que les prévisions de perte de revenus de moyen terme s'aggravent. C'est-à-dire qu'on va sans doute rester au moins à 5 points de PIB en dessous de celui qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu la Covid. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer justement le sanitaire et l'économique, résister à l'épidémie et poursuite de la vie économique? À nouveau, ce n'est pas une question de vie économique. Je me répète, mais on n'a pas été capable d'obtenir une responsabilisation des Français dans le privé, dans la sphère privée qui nous maintienne autour de 4 000 cas, 5 000 cas par jour. Ce qui était là où on était il y a 3-4 semaines, et qui était parfaitement gérable par l'hôpital, qui maintenait sans doute le nombre de cas en réanimation en dessous de 1000. Enfin, donc on a laissé exploser le nombre de cas sans rien faire, dans la sphère privée, en disant c'est la sphère privée, donc j'en appelle à la responsabilité. Bon, si vous constatez que cet appel à la responsabilité ne marche pas... Donc vous appelez-vous, entre guillemets, un tour de vis je déteste l'idée qu'on regarde ce que font les gens dans leur jardin ou dans leur appartement ou sur les campus des universités. Mais si la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a aucune responsabilisation de la population et que cette semaine, on va faire 30 000 cas par jour et la semaine prochaine, 40 000 cas et dans 2 semaines, 50 000 cas, etc., qu'est-ce que vous faites d'autre que de serrer? Puisque la sphère publique, à nouveau... On peut difficilement faire plus. C'est sérieusement fait, quoi. Je dirais, à nouveau, les entreprises n'ont aucun intérêt à ne pas être sérieuses. Donc la sphère publique, c'est sérieusement fait. Les commerces, c'est sérieusement fait. Enfin, moi, je fais mes courses comme tous les Français, c'est fait sérieusement, quoi. Je veux dire. Mais le problème, c'est la sphère privée, évidemment. C'est les grands rassemblements dans la sphère privée. Et ces grands rassemblements dans la sphère privée, moi, je pense, je suis malheureux de dire ça, mais je pense qu'il faut les interdire. Et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, si la France est seule
Au niveau de cas, à nouveau, on a plus de cas que tous les autres pays européens ajoutés. Hein, donc c'est quand même un problème. Là, on est au-delà de l'erreur statistique. Parce qu'il y a des grosses erreurs statistiques. Hein, donc il faut prendre ça. Enfin, on teste maintenant à peu près dans les mêmes proportions. Donc il y a des biais statistiques considérables. D'ailleurs, vous savez qu'Ipsos, qui est un institut de sondage, fait pour le Royaume-Uni un vrai sondage. C'est-à-dire que le nombre de cas, les taux de positivité, du point de vue de l'analyse des chiffres, c'est complètement horrible, quoi, je veux dire. Donc il faut faire un vrai sondage dans la population, tester un échantillon représentatif de la population et regarder combien il y a de cas. Ouais. Donc les Anglais se sont donnés... Et alors ? Oh, ben, j'ai pas regardé récemment, il y avait 80-90 000 cas, je crois, la dernière fois que j'ai regardé en Angleterre, à un instant donné, quoi, de gens ayant le Covid. Et là, vous faites un sondage dans toute la population, hein, vous avez aussi les campagnes, toutes les classes d'âge, toutes les CSP, enfin voilà. Donc ça, on ne l'a pas. Donc on a juste les mesures. Il y a un biais d'échantillonnage terrible sur les gens qui se font tester, évidemment. En Ile-de-France, il y a 17% des tests qui sont positifs, mais il n'y a pas 17% de la population qui est positive, bien sûr. Hein. Donc il faudrait le faire bien. Ça serait bien d'avoir cet instrument objectif de mesure de l'épidémie. Sur l'ensemble de la population. Mais cela étant, quand on compare les pays après, le biais de mesure, il est à peu près le même dans tous les pays. Donc on a 5 à 6 fois plus de cas que les autres pays européens. Donc pour le sanitaire, on a compris ce qu'il faudrait faire pour revenir dans la moyenne de ce qu'il y a en termes de contamination ailleurs, en dehors de France. Pour tout ce qui est de l'économie, est-ce que le plan de relance de septembre n'est pas totalement à côté de la plaque Non. Au vu de ce qu'on vit aujourd'hui? D'abord, je crois qu'il ne fallait pas appeler ça plan de relance, parce que ça a créé de la confusion. Plan d'investissement. C'est un plan de réforme structurelle de moyen terme, largement, parce que dedans, on a logé aussi des aides pour les jeunes, du chômage partiel. Enfin, essentiellement, c'est un plan de moyen terme dont l'idée n'est pas de relancer l'économie maintenant. C'est pour ça que le débat sur la consommation qui sort maintenant est très décalé, parce que ce plan est un plan qui s'attaque. Alors, il y a la partie transition énergétique. Là, c'est les 10 prochaines années, hein, parce que c'est des objectifs 2030, hein, ceux de la Commission. Vous avez l'aspect formation, reconversion, c'est à nouveau plusieurs années. Les nouvelles industries, les nouvelles technologies, c'est aussi sur plusieurs années. La baisse des impôts de production, j'écoutais Xavier Timbaud à l'instant, je veux dire, au bout de 2 ans, on a du mal à juger d'une réforme fiscale. Hein, donc la baisse des impôts de production, on saiera dans 4-5 ans si ça fait quelque chose, etc. Donc on a... L'essentiel de ce plan est un plan structurel qui devrait avoir des effets sur la France dans 5 ans ou dans 10 ans. Ouais. Donc, ce n'est pas un plan de relance. Donc, oui, mais avec le trou d'air qu'on va risquer d'avoir, non, mais c'est autre chose. Maintenant qu'on a un trou d'air... On a fait les prêts avec les garanties de l'État, on fait le programme de solidarité pour les entreprises, les petites entreprises, jusqu'à 50 salariés en difficulté. On fait le chômage partiel à 100% dans les secteurs en difficulté, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il n'y a pas de nouvelles mesures, justement, du fait du trou d'air qu'on va vivre, cette récession qui est devant nous. Je ne suis pas dans l'esprit de Bruno Le Maire, mais je pense qu'il y aura. C'est-à-dire que si le PIB en Q4, il est à -2, alors qu'on pensait qu'il serait à plus beaucoup, je pense qu'il y aura de nouvelles mesures d'allègement de charges, de chômage partiel, de report d'échéances fiscales, etc. Mais ce n'est pas le plan de relance. Le plan de relance, c'est du structurel essentiellement. Et ce structurel, il est bien, parce que ce qu'il faut comprendre de cette crise, c'est qu'elle conduit toutes les entreprises à faire ce qu'on appelle la revue des coûts. La revue des coûts, ça consiste à regarder comment on peut faire pour produire moins cher ou mieux. Parce que les entreprises ont tout un problème de rentabilité après cette crise. Dans la revue des coûts, quand vous êtes une multinationale, vous observez qu'en France, les salaires sont parmi les plus élevés de l'OCDE. La pression fiscale sur les entreprises est la plus élevée de l'OCDE. La surréglementation des règles sanitaires, alors pas sanitaires, mais environnementales, industrielles, est la plus forte de toute l'Europe. Donc vous vous dites, la France est l'endroit où je n'ai pas envie de produire. Hein. Donc, pourtant, dans le plan de relance, on me dit qu'il y a de l'argent qui est là pour aider à relocaliser. Heureusement. Donc la seule façon d'éviter une vague de délocalisation, qui d'ailleurs a commencé, c'est de changer l'attractivité. Donc pour changer l'attractivité, il faut former, il faut baisser les impôts les plus stupides, les impôts de production qui taxent une entreprise qui perd de l'argent, par exemple, quand elle investit pour se redresser. Hein. Il faut beaucoup de choses, effectivement, aussi sur l'aide aux entreprises pour investir dans de nouvelles technologies. Autre façon de présenter la même chose, avant cette crise, on avait 5 secteurs forts. Alors, on avait l'aéronautique, la pharmacie, le luxe, l'agroalimentaire et le tourisme. Ouais. On a perdu le tourisme. Enfin, pour l'instant, on a perdu le tourisme. Enfin, perdu, j'exagère. Oui. Enfin, on a mis en difficulté le tourisme
l'aéronautique et le luxe. Ouais. Le luxe, c'est essentiellement les Chinois quand ils voyagent, enfin, Ouais. essentiellement. Ouais. Un Et gros donc, morceau. il nous reste deux secteurs forts, Agroalimentaire l'agroalimentaire et la pharma. et la On pharma. ne va pas faire vivre le pays avec deux, ni équilibrer les comptes extérieurs, regardez la tête de notre balance commerciale, Ouais. avec deux secteurs forts. Donc il faut mettre de l'argent pour recréer d'autres secteurs forts, à la fois dans l'intelligence artificielle, dans la batterie électrique, dans l'hydrogène, dans la capture du carbone, enfin dans l'éolien offshore. Enfin, il faut qu'on ait d'autres secteurs forts que ces deux-là, quoi, hein. Bon, on va vivre encore pendant plusieurs mois avec toutes ces incertitudes. Et là, on se dit comment est-ce qu'on fait pour rester positif, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit consommateur, qu'on soit jusqu'au vaccin, qui arrivera peut-être quelque part en 2021. Ben, je pense qu'il aurait fallu que le gouvernement se dise « nous ne dépasserons pas 5000 cas jour ». Et quand on dépasse 5000 cas jour, on serre. Hein, et on va discuter avec le Parlement, bien sûr, parce qu'il y a des mesures à nouveau qui touchent la sphère privée qui doivent passer par la loi. Hein. Mais on ne peut pas, on accepte, parce que si on reste à 5000 cas jour, en gros, les entreprises peuvent travailler à peu près normalement. D'autant que les Français sont plutôt en phase avec ça, les Français puisque sont d'accord aux avec deux ça, en tiers, plus. aux deux tiers, Oui, oui, les ils Français s'accepteraient une restriction des Oui, libertés les Français sont individuelles d'accord avec pour ça. lutter contre la pandémie. Les Français sont d'accord pour faire attention, pour avoir moins d'amis, pour mettre des masques quand ils reçoivent leurs enfants. Enfin, voilà, les Français sont d'accord. On ne l'a pas fait, on a laissé dépasser le truc, et je crains que dans les... Alors, vous savez, les modèles d'épidémiologie, il y en a autant que de modèles économiques, Ouais, hein, ouais. et ils sont très différents les uns des autres. Enfin, il y a des différences, mais il y a un consensus croissant, j'ai l'impression, dans le monde des modèles épidémiologiques, pour dire que là, on est en train de partir, quoi, je veux dire, hein. Donc, il aurait fallu, à partir du mois de juin, dire, voilà, la borne, c'est 5000 cas jour, on ne veut pas le dépasser, et si on voit qu'on va le dépasser, on serre tout de suite. On ne l'a pas fait. Et donc après, on rend les choses extrêmement compliquées. Et puis, surtout si on sert davantage la sphère publique, alors que le problème est dans la sphère privée, quoi, ce qui évidemment rendra la vie des entreprises plus difficile sans améliorer la situation La sanitaire. donne change complètement. On a parlé de différents scénarios possibles. D'avoir une récession sur 2 trimestres, encore une fois. Une baisse de l'activité, 4e trimestre, 1er trimestre 2021. C'était pas écrit. Hein. De toute façon, nous, on a écrit depuis longtemps qu'il y avait deux mondes, hein. Il y a le monde pré-vaccin et le monde post-vaccin. Ça n'empêche pas de réfléchir aujourd'hui au monde post-vaccin, puisque bien entendu, les politiques économiques qu'on met en place, par exemple, le soutien à une entreprise, il doit dépendre essentiellement de ce qu'on pense de cette entreprise post-vaccin. Ouais. Si vous pensez qu'elle se normalise, il faut la soutenir totalement. Si vous pensez qu'elle va rester très affaiblie, vous ne pouvez pas empêcher les licenciements. Et là, il faut travailler sur la reconversion, la formation. Ouais. Donc le monde post-vaccin, il faut y réfléchir aujourd'hui. Mais évidemment, on sera dans un monde très différent. Tant qu'on n'a pas le vaccin ni de médicaments très efficaces, même si on a fait des progrès, on est obligé de gérer les règles, quoi. On est obligé de gérer l'économie par les règles sanitaires pour éviter d'avoir à casser à nouveau l'économie. Il nous reste quelques secondes juste, Patrick. Un mot des États-Unis sur il semble que les marchés désormais n'aient plus peur d'une possible victoire de Joe Biden. Les hausses d'impôts à venir qui pourraient effrayer sur les entreprises, sur les plus riches, le surcroît de réglementation qui était perçu évidemment comme plutôt négatif pour les actions, serait compensé. Apparemment, les investisseurs ont changé un peu leur fusil d'épaule. Serait compensé par une relance budgétaire massive. C'est ce qui explique aujourd'hui que les marchés n'ont plus peur d'une possible victoire de Joe Biden, même si rien n'est écrit. Il y a des choses. Joe Biden, enfin, on a essayé, nous, avec nos équipes de New York, de parler à l'équipe de campagne de Joe Biden. La question est très simple, en disant il y a un programme de campagne qui est très clair. Hein. Alors, si ça vous intéresse, allez sur le site du programme de campagne de Joe Biden. Il est extrêmement bien fait, très détaillé. Donc on leur demande est-ce que vous allez faire ce qui est écrit dans le programme de campagne? Ils ne répondent pas. Ou ils répondent de façon très évasive. Donc je pense que les marchés financiers commencent à se dire qu'il ne fera pas ce qui est écrit dans son programme de campagne. Puis c'est une question de vitesse. Par exemple, prenez le salaire minimum. 15 $ de l'heure dans le programme de Joe Biden. Ouais. Alors, on n'est pas... Le fédéral, aujourd'hui, est à 7,25, mais c'est pour la plupart des États ont des salaires minima qui sont entre 10 et 12 $. Mais 15, ça fait quand même 25 ou 30% de hausse du salaire minimum. Si vous augmentez de 30% de salaire minimum en une fois, vous avez 4 ou 5% d'inflation. Oui, mais ça relance l'activité, il y a plus de salaire, plus d'activité. Oui, sauf que tout le monde se dit, et du coup, la Réserve fédérale est obligée de serrer les vis, puisqu'elle nous a dit qu'elle accepterait une inflation modérément plus élevée que l'objectif de 2%. Pendant un certain temps. Oui, donc c'est 2,7, ça va, mais pas 4, quoi. Ouais. Mais si vous étalez la hausse sur 4 ans, la hausse du salaire minimum à 15 $, vous allez juste générer un demi-point par an de supplément d'inflation et ça passe. Donc toute une question de timing. Les impôts
sur les entreprises qui, normalement, ils doivent remonter, ça paraît... Bon, il y a une autre question très centrale pour les marchés, c'est la question des GAFA. Est-ce que Biden s'attaque aux GAFA, soit en les cassant, soit en les réglementant quand les gens croyaient qu'ils le feraient, ça les a beaucoup inquiétés, parce que c'est quand même le moteur du marché américain et c'est le moteur des achats d'actions aux États-Unis par les non-résidents. Puis aujourd'hui, la conviction de marché, c'est qu'il ne touchera pas aux GAFA. Donc la conviction des marchés, c'est pour ça que c'est qu'il fera pas. Soit il étalera pour partie de son programme, soit il ne l'appliquera pas. C'est que, effectivement, vous le disiez, il y aura une relance, mais avec les Républicains aussi, il y aura une relance budgétaire. Vous savez que Trump a changé encore d'avis. Donc il a quand même Trump a quand même fait un déficit public cette année de 19% du PIB. Donc il est capable. Les Républicains sont aussi capables de faire des dépenses. Mais non, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on ajuste la fiscalité du capital. Puisque dans le programme de Biden, il y a la hausse de la taxation, des plus-values en capital, de la richesse, de l'impôt sur les sociétés. Il y a la création d'une cotisation sociale généralisée pour financer la santé. Et à quelle vitesse est-ce qu'on monte le salaire minimum? Bon, par contre, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est sur le fait que d'un point de vue de l'international, il ne sera pas plus facile que Trump sur la relation, sur le commerce avec l'Europe. Il commençait à dire qu'il trouvait scandaleux que les Européens ne laissent pas rentrer les produits agricoles américains. Donc la défense des intérêts américains dans le commerce, elle sera aussi virulente avec Biden qu'avec Trump. Rappelez-vous que le protectionnisme aux États-Unis, au départ, c'est les démocrates, ce n'est pas les républicains. Donc Trump est assez bizarre comme républicain. Les républicains, normalement, ils sont libre-échangistes. Donc les marchands ont raison de ne plus être effrayés. Les marchands ont raison, à mon avis, Biden. il va être très prudent. On voit bien, et puis sa vice-présidente, s'il est élu, on sait Harris, elle est très modérée. C'est pas du tout une extrémiste, c'est une démocrate du centre, quoi. Donc c'est un couple de démocrates. De sociaux-démocrates centristes. Ce n'est pas l'aile gauche du Parti démocrate qui vient au pouvoir. Bon. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye. Merci David.